Cette fois, c'est promis, je m'y remets. Non mais qui n'a jamais dit cette phrase ? Mais si cette fois c'était la bonne ? Si on se remettait en mouvement ensemble et en douceur. Pour ça, j'ai le studio en ligne qu'il vous faut. Move with Julie. Sa méthode est unique. Elle mélange pilates, yoga, renforcement musculaire et stretching. Des séances courtes de 20 minutes maximum. Oui, Move with Julie est accessible à toutes, où que vous soyez, de chez vous, pour se tonifier en douceur. Et pour être encore plus accessible, Move with Julie vous propose 1 mois gratuit sur l'abonnement semestriel et carrément 2 mois gratuits sur l'abonnement annuel. Ça vous tente ? Alors retrouvez le lien dans la description de l'épisode et sur le compte Insta de Mouvementé. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Avec le code MVT20, vous cumulez moins 20% supplémentaire, soit jusqu'à 2 mois gratuits en plus, en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Pas mal, non ? Allez, bon épisode. Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but ? Intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois une femme vibrante qui transforme tout ce qu'elle touche en mouvement. Salut Camille. Salut. Ça va ? Ça va ? Je suis très contente de te recevoir à mon micro, merci. Avec plaisir. Avant de commencer notre conversation, je vais d'abord commencer par te présenter, ça te va ? Ça me va. Super. Camille, tu es un électron libre, une artiste aux multiples facettes qui ne se laisse pas enfermer dans une seule case. Danseuse, professeure de pilates, spécialiste de la mobilité, contorsionniste, pole danseuse, chacune de tes disciplines est une expression de ton corps et de ton esprit en mouvement. Et comme si cela ne suffisait pas, tu es aussi une créatrice de tes mains en explorant la couture et la brocante. Mais il y a une dimension encore plus profonde chez toi, Camille. Tu es une militante lumineuse qui, à travers ta chaîne TikTok et ta chaîne Insta, Clairvoix, le podcast, mène un combat essentiel, celui de l'accès libre, gratuit et sans jugement à l'avortement pour toutes. Tu lèves ce tabou avec une douceur, une transparence et une pointe d'humour qui te sont propres. C'est toi, tout simplement. Camille, j'ai eu la chance de participer à l'un de tes cours et ce qui m'a profondément marquée, c'est cette puissance que tu insuffles à tes élèves. Tu sembles laisser une traînée de poussière de fée, un mélange d'humour et d'amour partout où tu passes. Préparez-vous à écouter la voix d'une femme qui nous invite à bouger nos corps et nos esprits avec courage. C'est parti. Camille, c'était quand la dernière fois que tu as bougé ? Il y a quelques secondes pour m'installer sur cette chaise. Ouais, exactement. Je suis venue en vélo, j'ai travaillé ce matin avant de venir ici aussi enregistrer. J'ai donné 2 cours collectifs et un coaching. C'était quoi comme cours ? J'ai donné un cours de souplesse, un cours de pilates barre, c'est celui que tu as exploré, et j'ai donné un coaching spécifique haut du corps. Génial. Ce serait quoi ta définition du mouvement ? Alors, en résumé, le mouvement, c'est la vie. Oui. Déjà, le jour où tu arrêtes de bouger, c'est que ça va plus. Et ma définition du mouvement, c'est presque la connexion à la respiration aussi. Pareil, la cage thoracique qui bouge, le poumon qui s'ouvre, tout est lié avec la respiration. Ouais, je pense que je peux le résumer comme ça. C'est juste être en vie. Ouais. Être en vie aussi, C'est vrai. tout simplement. Et ce serait quoi une femme en mouvement en 2025 ? Une femme en mouvement en 2025, déjà, elle se lève tous les matins pour elle-même. Elle s'active dans ce qui lui fait du bien, dans ce qui la rend belle, dans ce qui la rend puissante. Peut-être c'est faire son café, peut-être c'est aller faire du pilates réformeur, peut-être c'est aller courir, peut-être c'est mettre les croquettes au chat. On s'en fiche, peu importe. Mais c'est se lever pour soi, Ouais. Vraiment, hyper important. Bien évidemment, moi je suis célibataire sans enfant, donc j'imagine aussi que quand on a des enfants, c'est aussi se lever pour la chair de sa chair. Ouais, bien sûr. Mais peut-être que tu peux le penser en je me prends soin de moi, je me réveille pour moi, pour aussi Tout à après fait. Tout être à là fait. pour mes enfants, Mhm. tu vois. C'est pas incohérent. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça commence par soi. On le sait, on le dit, on le répète, on l'oublie, je pense, un petit peu trop souvent, mais tu prends soin de toi et tu prendras soin des autres ensuite, comme dans l'avion.
Oui, exactement. Tu mets d'abord ton masque et ensuite tu mais le masque des autres. Mais il faut le rappeler, c'est vrai. Ouais. Donc, tu te lèves le matin, tu t'occupes de toi. Et après, tu t'occupes du chat et après, tu t'occupes des enfants. Dans cet ordre-là, s'il te plaît. Et peut-être le mari. À la fin. À la fin. Camille, tu es une queen de la mobilité. Est-ce que tu peux nous définir déjà ce qu'est la mobilité, les bénéfices de la mobilité? Est-ce que c'est de la souplesse? Alors, s'il y a 2 mots, c'est que c'est 2 choses différentes. Déjà, rendons au français ce qui appartient au français. Le français est une langue riche. Si on a décidé de mettre 2 mots différents, c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Si je devais résumer, pour moi, la souplesse, c'est l'étirement du muscle. Ok. Je tire mon muscle, etc. La mobilité, c'est l'étirement du muscle sur lequel je vais ajouter de la force. Notre muscle, il sait faire 2 choses. Il sait s'étirer, se contracter. La mobilité, c'est la capacité de faire ces 2 choses en même temps. Alors, le muscle, le tendon, le ligament, ça ne s'arrête pas qu'au muscle parce que tout est mobile, bien évidemment. Donc, la mobilité, c'est aussi un synonyme de la liberté. C'est-à-dire comment, dans une position un petit peu étrange, par exemple une fente lézard ou un yogi squat, je peux quand même bouger. Parce que j'ai de la mobilité dans mes épaules, j'ai de la mobilité dans mes hanches, j'ai de la mobilité dans mes cervicales. Donc même dans une position extrêmement contraignante, je suis capable de bouger. Pour moi, c'est ça la mobilité. C'est de l'espace en fait. C'est créer de l'espace dans l'articulation. Ouais. Tout à fait. Ouais, je vois tout à très fait. bien. Mm-hmm. Et les bénéfices, ce serait quoi? Les bénéfices, c'est être en bonne santé. Ouais. Déjà, premièrement, et limite, il n'y a que ça qui compte. Et encore une fois, prenons l'exemple de la position contraignante. Moi, je ne fais pas d'escalade, mais j'imagine à un moment, tu grimpes, tu es dans ta voie, tu as un pied comme ci, un pied comme ça, une main comme ça. Il va falloir aller attraper une prise un petit peu haut. Donc, il faut à la fois développer de l'amplitude dans ton épaule et en même temps de la force dans tes jambes, activer les abdos. Tu vois, il y a une espèce de multifacette du mouvement. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, il va falloir développer de la souplesse, de la force, donc de la mobilité, pour aller attraper la prise qui est un petit peu plus haut. Tu vois, pour moi, c'est ça le bénéfice de la mobilité, c'est se dépatouiller en fait. C'est ça, pouvoir faire ce que tu veux, ce que tu peux, ce que tu as besoin à l'instant T. Si on prend l'exemple d'une contorsionniste, c'est qu'elle est capable de sortir de sa valise. Alors qu'elle est pliée en 8 dedans. Tu vois, pour moi, c'est ça la mobilité. Je vois très bien. Tu fais aussi de la pole dance. Oui. Oh là là, c'est puissant. Mythique, je trouve. Justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un sport aussi puissant que la pole dance? Je pense que déjà, le terme puissance, il est primordial. C'est-à-dire que à la fois tu voles, à la fois tu tournes, à la fois tu as la tête en bas, à la fois tu es écartelé dans tous les sens. C'est tellement engageant. Je vais te dire, j'ai commencé la pole, je suis devenue addict, clairement. J'ai commencé à 1 cours par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. J'ai fini à 5, 6 cours par semaine. J'ai pris 6 kilos de muscle en 3 mois. Non. 6 kilos de muscle. J'ai pris une taille de fringue. J'ai plus aucune fringue qui me va. J'ai dû changer entièrement ma garde-robe. J'ai pris de la taille, j'ai pris des cuisses, j'ai pris des épaules, j'ai pris des avant-bras, j'ai pris des doigts. Mes doigts, je ne pouvais plus mettre mes bagues. Toutes mes bagues étaient trop petites. C'est une blague. Donc déjà, il y a cette prise de masse musculaire. Qui est obligatoire et nécessaire. Qui est obligatoire, nécessaire et qui, en tout cas pour moi, et on en a parlé il y a quelques secondes, moi, ça me fait complètement kiffer. Mon idole, c'est Marie-Josée Pérec. Moi, si j'avais le corps de Marie-Jo, je serais la femme la plus heureuse du monde. Donc, il y a eu cette transformation physique qui, moi, m'a plu. Déjà, j'étais une femme musclée. J'avais besoin de trouver mes épaules, j'avais besoin de trouver mes cuisses, j'avais besoin de voir mes abdos. Ça m'a plu. Après, c'est pas le cas de tout le monde. On va pas tout avoir le corps qui change de cette manière-là. Mais ça, déjà, en termes de prise de force, c'est incroyable. Et donc, ça veut dire que si tu es capable de soulever ton propre corps avec l'inertie de la rotation, de te mettre la tête en bas et de taper un grand écart, après, dans la vie, c'est quoi qui va t'arrêter ? Pas grand-chose. T'as plus besoin de personne pour aller acheter tes 2 packs d'eau, tes 8 packs d'eau. J'adore. Moi, je demande plus d'aide à personne. Enfin, c'est bête. Enfin, je demande plus d'aide à personne, si. Mais j'ai une force physique aujourd'hui qui fait que je peux faire des travaux chez moi sans avoir besoin d'appeler mon papa, tu vois, par exemple. Je suis capable de soulever un meuble, je suis capable de déplacer mon frigo, de déplacer mon four. Il y a cette capacité-là, on en parlait encore il y a quelques minutes, c'est-à-dire une force qui va me permettre de me dépatouiller de toutes les situations dans ma vie. Si je suis capable de tournoyer la tête en bas en tapant un grand écart, encore une fois, qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Rien ne t'arrête. Rien. C'est magique. Il y a un point commun derrière nombreux de tes passions, c'est la musique.
Qu'est-ce que ça représente pour toi, la musique ? La musique, c'est le battement de cœur. Hein. Tu vois, la scène dans Dirty Dancing, poupoum, poupoum. Je sais, c'est ridicule. La référence est archi mignonne. C'est cheesy, mais on aime. Mais c'est le battement de cœur. Toutes les musiques du monde sont en 8 temps. Ça veut dire que tu peux mettre n'importe quelle musique. Si tu écoutes ta respiration, si tu écoutes le battement de ton cœur, tu peux te mettre en mouvement sur le rythme de la musique. Et je pense que tout le monde a été transcendé un jour par une musique qu'il ou elle ne connaissait pas. Moi, j'étais ouvreuse dans un théâtre quand j'étais étudiante. Et un jour, j'ai entendu une symphonie, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Mais j'ai cru mourir d'amour devant cette symphonie. Parce que mon père, il écoute de la musique classique sur des CD. Mais là, de l'écouter en vrai, avec l'Orchestre Symphonique d'Orléans, c'était un truc de fou. Donc la musique, c'est ça. La musique, c'est la vibration. La musique, c'est la mise en mouvement. La musique, c'est la respiration, c'est le battement de cœur. Et puis, alors après, si on va sur un truc plus spécifique, par exemple dans mes cours, mon rapport à la musique, en tant qu'élève, ça vous permet de savoir qu'il y a un début et une fin. C'est vrai. Tu sais que, allez, en gros, une musique, c'est 3-4 minutes. Bon, moi, j'écoute un peu d'électro. Il y a des sons qui peuvent monter jusqu'à 7-9 minutes, mais c'est quand même plus rare. Ça permet de déconnecter le cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que les salles comme Dynamo, Rise, tout ça, ça marche. Parce qu'il y a ce laisser-aller, il y a ce lâcher-prise grâce à la vibration de la musique. C'est très organique, la musique. Hein. Dire on va se balader dans la forêt, on écoute les oiseaux qui chantent, hein, c'est de la musique. On écoute le vent dans les arbres. Donc tout ça, c'est de la vibration très organique. C'est quelque chose presque sur lequel on n'a pas de prise. Et donc, dans un cours de sport, quand tu emmènes du mouvement sur un rythme, sur de la musique, je trouve que ça permet aux gens de caler leur respiration de manière intelligente. Ça permet de caler le mouvement sur un rythme intelligent, de ne pas être précipité, d'aller ni trop vite ni trop lentement. Donc pour moi, c'est vraiment un outil de travail, c'est un plateau, quoi. C'est vraiment un plateau sur lequel tu vas servir ton mouvement de manière extrêmement intelligente, contrôlée, maîtrisée. Je trouve que ça aide à la maîtrise. Ouais, beaucoup. Voilà. C'est des rails que tes élèves peuvent suivre. Exactement, ouais, exactement. Je vois très bien. Et puis après, tu as le plaisir d'utiliser des musiques que tout le monde connaît. Donc sur les abdos, tu vas mettre un petit The Weeknd, les meufs, elles vont chanter, c'est cool. Sur les planches, moi, je vais mettre une électro que j'adore et qui, moi, me porte et qui me permet d'avoir un coaching encore plus puissant parce que je suis emportée par ma musique et je survole ma classe, tu vois. Donc moi, j'ai aussi ce grand plaisir à écouter, parce que j'écoute les mêmes sons tous les jours. Hein. Pendant 6 mois, j'écoute les mêmes sons. J'avais pas réalisé ça. Je m'en lasse jamais. C'est vrai ? Ouais, bah oui. Je donne, par exemple, le Pilates Bar que tu as fait, je le donne 4 fois par semaine, voire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je donne 5 fois dans la semaine. C'est-à-dire que 5 fois par semaine, j'écoute la même playlist. Mon flow, il est trimestriel. Donc tu fais le calcul de combien de fois j'écoute les musiques. Wow. Sachant que pour préparer un flow, la musique, je l'ai écoutée pendant 6 mois avant pour la connaître par cœur. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que j'écoute un son tous les jours pendant plus d'1 an. Et je m'en lasse pas. C'est dingue. C'est vrai qu'on pense jamais qu'en fait, les profs ont travaillé leur cours. Ah bah, bien sûr. Et qu'il est écrit comme on pourrait écrire un scénario ou je ne sais quoi. Mais en fait, nous, on arrive en tant qu'élève et on se dit « Ah bah, on va suivre ce cours. » Mais non, ce cours, il est travaillé. Et du coup, ouais, tu te manges les mêmes musiques, les mêmes mouvements. Tu vois, hier soir, j'ai créé un nouveau flow là, pour mon cours de Pilates Bar. Juste un son que je connais par cœur parce que ça fait bien 3-4 mois que je l'ai rentré dans mes playlists. Donc ça fait 3-4 mois que je l'écoute quasiment quotidiennement, je le connais par cœur. Et hier soir, j'ai dû l'écouter 20 fois de suite sur mon enceinte. Et on travaille le mouvement et on se met en mouvement et on répète. Ça s'est calé, non, ça va pas. Ok, on recommence. Ah ouais, ça c'est bien. Nanana. Et je finis par prendre mon petit carnet et je note mon flow sur le petit carnet une fois que c'est validé. Mais je pense que ça m'a pris 1h30. Ouais, je l'ai écouté pendant 1h30 en boucle. C'est trop intéressant. Le fait que tu sois contorsionniste, j'avais une question sur la douleur. Est-ce que quand on fait du sport, il faut forcément souffrir ? Alors, moi, je suis en psychanalyse depuis plus de 15 ans maintenant. Et mon grand trauma, c'est de soigner « je souffre, donc je suis ». Ah ouais. J'ai mal, donc je suis. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un rapport à mon corps qui passe uniquement par la douleur. Si je n'ai pas mal, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Littéralement. Alors que d'autres personnes te diront « Ah, j'ai mal, je suis en train de mourir !» Bah évidemment, quand tu souffres, voilà. C'est que tu meurs. Quoi. Voilà, alors que moi, si j'ai pas mal, c'est qu'il se passe rien, quoi. Donc ça, c'est mon problème à moi et que je dois résoudre, c'est-à-dire être capable de vivre au-delà de la douleur et de vivre sans douleur. J'y arrive pas encore. Voilà, je travaille. Maintenant, dans la perspective de l'enseignement et du travail sur le corps, bien sûr que la douleur,
c'est un vrai signal. La douleur, c'est un signal dans la tête, c'est neuronal. C'est un signal d'alarme. C'est ton corps qui dit « Oula, attention ». Il dit pas « attention, danger », il dit « attention, je ne connais pas », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Donc, par exemple, si on prend la souplesse, il faut savoir que si tu es sous anesthésie locale, je peux te plier en 8 et te mettre dans une valise. Ah oui, Alors je que vois. quand tu fais un cours de souplesse, ce qui va t'arrêter, c'est la douleur. Oui. Mais moi, j'ai pas plus de muscles que toi ou j'ai pas moins de muscles que toi. Mes muscles, ils sont juste plus habitués à être étirés. Et donc, mes récepteurs de la douleur dans ma tête, ils sont plus tardifs. Ils arrivent plus tard. Oui. D'accord ? Ensuite, quand tu fais des abdos, bah oui, t'as mal. Mais en fait, si t'as pas mal, ça veut dire que tes abdos, ils sont pas dans leur... Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans leur zone de confort. Si t'as pas mal, c'est-à-dire que tes abdos sont encore dans leur zone de confort. Si tu restes dans ta zone de confort, tu progresses pas. Encore une fois, c'est pas grave. Tu peux faire des abdos sans vouloir progresser forcément à chaque fois, mais à un moment, le but, c'est quand même de s'entraîner pour devenir plus fort, plus forte, plus puissant, plus puissante. Encore une fois, se dépatouiller de toutes nos situations de la vie. Donc, tu es obligé d'aller effleurer la douleur. Si tu n'effleures pas la douleur, ça veut dire que tu n'es pas allé au bout. Il ne faut pas aller dans une douleur insupportable, parce que ça veut dire que là, c'était trop dur. Et tu vois, il y a souvent un débat sur les courbatures. Est-ce que j'ai des courbatures le lendemain, le surlendemain? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, le débat est ouvert. Hein. Je ne dis pas que j'ai une réponse à ça, mais si tu n'atteins pas un petit niveau de douleur qui est acceptable, qui est tolérable, qui est supportable, tu n'as pas travaillé. Ouais. On pourrait débattre de ce que je suis en train de dire. C'est pas une vérité absolue. D'aucuns vont te dire autre chose. Aujourd'hui, je vais te dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup ce point de vue de allons quand même confronter la douleur à minima. Voilà, la douleur supportable, tolérable. Si tu es dans une douleur intolérable, ça veut dire que tu es trop loin. Si tu es dans une absence totale de douleur, ça veut dire que tu n'es pas assez loin. Donc c'est cet entre-deux. Et c'est vrai que dire une douleur acceptable, c'est un paradoxe. Quand tu dis à ta psychanalyste, c'est une douleur acceptable, elle, dans sa perspective freudienne, bah non, ou jungienne, la douleur acceptable, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Mais si, moi je pense qu'il y a des douleurs acceptables, comme dans la vie, il y a des douleurs acceptables et des douleurs inacceptables. Voilà. Oui, mais tu sais qu'il y a une échelle de la douleur de 0 à 10, parce que je pense qu'on ressent aussi très différemment les niveaux de douleur chacun, tu vois. Peut-être ce qui est acceptable pour toi, ça ne le serait pas pour moi. Ah bah clairement. Je reviens sur ce que tu as dit sur si je te mettais dans une valise en anesthésie, bah, tu pourrais te plier. Donc ça voudrait dire qu'on a tous en fait le même niveau de souplesse à la base, mais que c'est notre douleur qui... Plus ou moins. D'accord, c'est physiologique quand même. Oui, c'est physiologique quand même. Bien sûr, il y a des gens qui sont très raides, il y a des gens qui sont très souples naturellement, mais il y a un récepteur de la douleur vraiment dans la tête qui crée une limite. Et d'ailleurs, on voit que les gens progressent. Donc, c'est-à-dire que l'élasticité du muscle, je veux dire, tu passes pas de 0 à hyper élastique du jour au lendemain. Donc, non, mais bien sûr. Bien sûr qu'on a tous un terrain. De la même manière qu'on a des gros os, des petits os, des os légers, des os plus lourds. On sécrète plus ou moins de collagène, donc on a des tendons plus ou moins souples. On est naturellement plus ou moins hydraté, donc on a plus ou moins de liquide synovial, etc. Tu vois, bien sûr qu'il y a une physiologie de base. Et il y a une inégalité, une inéquité dans l'humanité. Corporelle. Voilà. Bien sûr. Gros débat. Moi, j'ai eu un énorme débat à ce sujet sur les Jeux Olympiques, tu vois. Finalement, les catégories, est-ce qu'elles ont du sens? Parce que de toute façon, on est tous inégaux. C'est-à-dire que même si tu prends les 8 meilleures sprinteuses du monde, alors oui, elles sont très spécifiques, mais elles sont à la fois très différentes. Ouais. C'est-à-dire que d'aucunes ne seront jamais capables de courir en dessous de 10 secondes et une, un jour, sera capable, tu vois. Mais c'est ce qu'on disait d'Usain Bolt. Il était quasiment hors catégorie, le mec. Mais est-ce que pour autant, il n'a pas le droit de courir avec les autres, tu vois? Et grande question. Voilà, donc de toute façon... Et t'as la réponse? Non. Moi, j'aime bien ne pas être tranchée. Si mes amis savent que je n'ai jamais d'avis tranché sur rien, j'oscille toujours entre deux... Je suis toujours sur un continuum. Ça veut dire que tu es capable de prendre aussi les points de vue des uns et des autres. Oui. C'est important. Je suis rarement tranchée. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je suis très tranchée. J'aime bien réfléchir à la mouvance et au mouvement des choses et au contexte aussi, bien sûr. Je trouve ça très sain. Merci. Alors, t'es passionnée de brocante. Oui. Je l'ai dit dans ton intro. Est-ce que la brocante, c'est du sport? Mais oui. Mais bien sûr. Alors déjà, il faut marcher. Ouais, bon, alors moi, je fais que les puces de Saint-Ouen, parce que c'est là où j'habite, mais une balade aux puces, c'est au moins 2 heures.
Ah ouais. Minimum. On va dire 20 000 pas. Ouais. Non, je compte pas. Attends. J'avoue, je 2000 regarde, pas je regarde Non, jamais. Ouais. 20 000 pas. Ah, je sais plus. Je sais pas. Je regarde jamais combien de pas je fais, moi, j'avoue. Ok. Mais une bonne balade au plus, c'est 2 heures. Si tu trouves beaucoup de trucs, genre, moi, samedi, j'avais pas été au plus depuis 15 jours, je pense que mon sac, il faisait 15 kilos. Ah mince, parce que si tu le prends au début de la balade, les affaires, t'es Ouais. foutu pour tout le reste. Ouais, Ou alors, faut être stratégique, mais... faut être stratégique. Ouais, donc c'est un vrai sport. Faut acheter les livres en dernier. Ah, punaise. Faut bien s'entendre avec les vendeurs. Faut dire, tu peux me le mettre de côté, je repasse le prendre tout à l'heure. C'est ça. Bien sûr que c'est Ou un alors, sport. tu viens avec un chariot, je sais pas. Ouais, Et là, c'est encore un sport. Exactement. Ah, Non, oui, c'est bien sûr, c'est du drôle. sport, la brocante. C'est du sport. Mais déjà, si j'allais plus en banlieue, déjà, faudrait se lever tôt, parce que les bonnes affaires, c'est tôt le matin. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du sport. Ouais, non, puis c'est un sport d'extérieur. Et des fois, il pleut, des fois, il fait beau. Puis il faut négocier, il faut parler. C'est vrai. C'est un sport social aussi. Il faut réfléchir. Où est-ce que je vais mettre le truc ? J'en ai pas besoin, mais j'ai quand même envie. C'est des maths, faut calculer. Et tu vois, donc je revends. Donc j'achète de la vaisselle et je revends. Et donc l'autre fois, parce que femme indépendante, j'avais envie de me débrouiller toute seule, j'ai acheté une remorque pour mon vélo. Mhm. Et donc je pense que j'avais 75 kilos de vaisselle. Comment tu fais pour que ça se casse pas ? Du papier bulle. Waouh. Mais donc j'avais 50 kilos sur ma remorque et j'avais 15 kilos sur le dos et 10 kilos sur mon porte-bagages. Ouais. J'avais 75 kilos de vaisselle que j'ai transportée de chez moi à l'autre bout de Paris pour une vente. Non, mais c'est impressionnant. Ouais. J'étais assez fière de moi, Ah, avec ma petite remorque de vélo. Je fais de la pole dance, je peux tout Voilà, faire. Je peux tout faire, il n'y a rien qui m'arrête. Je voudrais qu'on parle de ta chaîne TikTok et ta chaîne Insta. Claire Voix, le podcast, tu y parles donc ouvertement de l'IVG. Tu en as subi 3, Ouais. comme moi. Pourquoi c'est encore important, en 2025, de parler du droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Eh bien, la preuve sur TikTok, entre autres, et sur Instagram aussi, hein, la preuve, c'est que c'est un sujet tabou, alors que ça touche une femme sur 3. Moi, déjà, cette statistique-là, elle me vrille le cerveau. Une femme sur 3 sera confrontée dans sa vie à l'avortement. Donc, ça veut dire que tu es dans une pièce avec 10 femmes, il y en a 3, voire 4 qui ont avorté ou qui vont avorter. C'est énorme. Donc, comment est-ce que ça peut être un sujet tabou ? Typiquement, moi, je fais une vidéo sur TikTok, un commentaire sur 2 me dit « c'est privé, pourquoi tu parles de ça ? C'est privé parce que ça se passe entre mes cuisses. » Mais pardon, il s'en passe des choses entre les cuisses des femmes sur TikTok et on en parle. Donc, si tu veux, moi, il y a vraiment cette volonté de lever le tabou parce que ça concerne énormément de femmes. Si on prend juste la France. Maintenant, si on voit ce qui se passe aux États-Unis, si on voit ce qui s'est passé en Pologne, en Ukraine, etc., et même ce qui s'est passé en France pendant le confinement, faut imaginer que la loi, elle a changé grâce au confinement parce que des femmes se sont retrouvées enceintes au début du confinement et il y a un délai légal pour avorter. Et donc, les filles, elles se disent « Mais attends, je ne vais pas pouvoir sortir de chez moi avant la fin du délai légal, etc. » Donc, il y a une vraie urgence à un accès facile. Je comprends. Parce que pour le moment, l'accès au planning familial, il est censé être facile, mais dans il les est trop faits, ignoré, il ne l'est pas. Il n'y a pas de subventions, il y a de moins en moins de subventions, les centres ferment, etc. Tout ça se passe sur la base du bénévolat. Encore une fois, je ne comprends pas comment les États ne peuvent pas s'impliquer sur ce sujet qui touche une femme sur 3. Déjà, moi, c'est encore une fois, juste cette statistique, elle me vrille. Je comprends. Tu vois ? Et oui, c'est quelque chose qui fait mal. Tu l'as vécu, tu sais comment ça fait mal physiquement, tu sais comment ça fait mal psychologiquement, et on sait, toutes les femmes qui l'ont vécu savent à quel point ça a des conséquences. Moi, je dis que je ne suis pas traumatisée, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que ma vie sexuelle, elle est simple. Clairement pas. Moi, je suis tombée 3 fois enceinte avec des contraceptifs. Ouais. Je peux dire qu'avoir un rapport, c'est compliqué. Je te comprends. C'est très compliqué. Ça gâche ma vie sexuelle. Encore une fois, je ne suis pas traumatisée. Je ne regrette absolument pas. Même si on en parlait juste avant, je vais avoir 37 ans, je n'ai pas d'enfant, je me pose des questions. Si c'était à refaire, je le referais. Évidemment. Mais ça laisse des traces. Pas que physiques. Enfin voilà, ça laisse des traces physiques, psychologiques. Et je trouve ça dommageable
scandaleux qu'on n'en parle pas. Pourquoi on parle du cancer du sein? Pourquoi on parle de plein de maladies? Enfin, je veux dire, tomber enceinte aujourd'hui malgré la contraception, pour moi, c'est autant pas de chance que d'attraper une maladie, quelle qu'elle soit, tu vois. Donc, je pense qu'il faut en parler et je veux pas me taire sur ce sujet. Et la preuve que j'ai raison, c'est que je reçois des messages de jeunes filles qui me disent « Je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire, à qui dois-je m'adresser? J'ai déjà avorté 2 fois, est-ce que je vais pas finir stérile? Il y a encore des fausses idées. Voilà, est-ce que je peux t'appeler pour en parler ?» Voilà. La preuve, c'est-à-dire que moi, j'estime que si je reçois un message d'une fille qui me demande de l'aide, ça vaut les 10 000 commentaires d'insultes. Il n'y a pas de problème. Moi, les insultes, ça me glisse dessus. Et je raconte souvent que je me suis pris une insulte terrible dans la vraie vie. Donc moi, maintenant, les insultes sur les réseaux sociaux, ça me glisse dessus. Tu peux me dire ce que tu veux, ça reste virtuel. Pas. Ouais, ça m'atteint pas. On m'a tellement fait du mal dans la vraie vie qu'il n'y a pas de problème. Tu peux me le dire sur TikTok. Waouh. T'as déjà été approchée par, un service public pour ton travail en se disant que peut-être il y avait une collaboration à faire, quelque chose? Je pense qu'une fois que j'aurai réussi à monter ce projet podcast et que j'aurai des micros et que j'aurai commencé à enregistrer, je me rapprocherai du planning familial. Mais je le ferai moi, j'irai vers eux. Oui. Je pense qu'eux, ils sont débordés, ils n'ont pas l'énergie d'aller vers les gens, quoi. Oui, je comprends. Tu voudrais en faire quoi, en fait, de ce projet, alors? Parce que pour l'instant, c'est une chaîne TikTok et une chaîne Insta. Tu voudrais le monter en podcast? Ouais, je voudrais faire un podcast de témoignages. Voilà, c'est ça, de témoignages. On est en train de faire. Ouais, donc ce qu'on est en train de faire. Vraiment un face-à-face, une discussion. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en retires? Comment tu te sens aujourd'hui, quoi. Voilà. Génial. Bravo pour ça. Merci. C'est tellement important. Ouais. Ça va? Tu fais de la couture. Aussi. T'as même ta propre marque de vêtements, c'est ça? Oui, alors je ne commercialise pas. D'accord. Parce que la couture, j'ai décidé il y a très longtemps que la couture, ce serait mon plaisir. Ce serait ma safe place, ce serait juste ma petite cerise sur le gâteau. D'accord. Et donc, je ne veux pas en faire commerce parce que je ne veux pas avoir de contraintes. C'est un peu nul dit comme ça, un peu facile, mais voilà, je veux pas avoir de contraintes. Je veux pas avoir de commandes, je veux pas avoir de deadline, je veux pas avoir un site internet à gérer, je veux pas faire de shooting. Mais je comprends tellement, bien sûr. Heureusement, tu as le droit à une safe place. Donc, je fais de la couture, j'ai des petites étiquettes avec un nom de marque, il y a un Instagram, mais je fais ce que je veux quand je veux. Tu me passes pas de commande, c'est pas la peine, je te dirai non. C'est ça. Voilà. Comment elle s'appelle ta marque? Elle s'appelle Donner des ailes au chat. Tu peux nous raconter l'histoire? Ah oui. L'histoire de Donner des ailes au chat. Donc j'avais mon premier chat qui s'appelait Macao, paix à son âme. Macao, c'était un petit chaton très bavard. Et j'habitais à l'époque dans une chambre de bonne au 6e sans ascenseur. Et d'ailleurs, c'est la dernière cuite que je me suis prise. Je sors un soir, je me prends une murge mais monumentale. Et le matin, le petit chat, il miaule. Et il adorait se mettre sur le Velux et regarder dehors. Donc j'ouvre le Velux et il se met à regarder dehors. Et moi, je me rendors. Et 2 heures plus tard, quand je me réveille, il n'y a plus de chat. J'habitais dans 18 mètres carrés. Voilà. Je cherche le chat partout. Je retourne l'appartement. Je démonte la douche. Je démonte le lavabo. Je démonte tous les placards. Parce que c'était encore un chaton. Il avait 6 mois. Ok. Et je cherche le chat partout. Impossible de le trouver. Bref, le chat était tombé par la fenêtre. Et je l'ai retrouvé sous une voiture dans la cour de l'immeuble avec le bassin fracturé. Et à ce moment-là, il y avait une amie qui m'avait rejoint pour venir m'aider. Et elle me dit, bon, allez Camille, on va à l'hôpital des chats. Il y a l'hôpital des chats à Maison-Alfort. Donc, je vais prendre ma carte Autolib. Il y avait les Autolib à l'époque. Oh. Et on sort, il y avait une station juste devant mon immeuble. Donc, elle conduit. Moi, j'ai mon chat sur les genoux. Je suis en descente de gueule de bois. J'arrête pas de dire, je vais vomir, je vais mourir, je vais vomir, je vais mourir. Il y a mon chat qui est tout gris. Il y a mon chat qui pleure sur moi. C'est horrible. Et donc, j'habitais dans le 16e à l'époque. Et on passe avec mon amie devant Trocadéro. Et il y avait une manif. Il y a souvent des manifs à Trocadéro. Ouais. Et tu sais, le rythme, on en parlait tout à l'heure. Les gens qui scandent des slogans dans les manifs. Tin, 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 tin. Ouais, comme une musique. Voilà. Et ma pote, elle dit « Donnez des ailes au chat !» Donnez des ailes au chat.
C'est ma pote qui a dit ça. C'est trop beau. C'est incroyable. Et c'est resté. Et après, comme j'avais pas d'argent, j'ai fait une cagnotte Litchi pour payer les soins de mon chat. Et donc, la cagnotte s'appelait Donner des ailes au chat. Et ensuite, je me suis dit, ça va être le nom de ma marque de couture. Donc, c'est pour ça que ma marque s'appelle comme ça. Et mon chat s'en est très bien sorti. Triple fracture du bassin, mais il s'en est remis. Et il a vécu sa vie pendant 6 ans. Et malheureusement, il s'est fait écraser il y a 2 ans. D'accord. Mais voilà, il vivait sa vie dehors, donc c'était un risque à prendre. Ouais. Mais c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, tout à fait. Et pour finir avec la couture, ça te prend combien de temps, par exemple, de faire un pantalon, on va dire ? Pas longtemps. Moi, j'aime bien. Alors, je fabrique, je sais pas si tu as vu sur mon Insta, je fabrique des pantalons transparents avec des vieux rideaux que je chine aux puces. Oui. Maintenant que j'ai mon patron, ça me prend 1h30, 2h max. Ah bon, c'est tout ? Faire un pantalon, oui, mais tout simple. Après, si c'est un pantalon tout simple avec pas de poche, pas de braguette, juste un élastique. Oui. Ça prend pas longtemps à faire. D'accord. Mais c'est du mouvement pour toi, la couture ? Bien sûr. En fait, on croit que la couture, c'est beaucoup derrière la machine à coudre, qu'il faut être beaucoup assis, alors que c'est 80% de fer à repasser, à 4 pattes pour découper, d'épinglage. Et en fait, la couture, c'est vraiment 20%. Quand tu crées un produit, la couture, c'est pas ce qui prend le plus... Enfin, ça prend le plus de temps, mais c'est pas le plus long à faire, en fait. Ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Tu portes les cheveux rasés ? Oui. Moi, je te trouve magnifique et très belle. Est-ce que tu as réussi... Enfin, comment tu définis ta féminité ? Parce que ça ne passe donc pas par les cheveux longs pour toi ? Ouais, exactement. Tu me racontes ? Alors, l'histoire dont je me souviens, mais je sais pas si c'est vrai, mais c'est un souvenir peut-être que j'ai créé, mais en tout cas, moi, je me rappelle que quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai dit « Plus tard, je me raserai la tête. » Parce que j'aurais pas besoin de mes cheveux pour me sentir belle. À 6 ans ? J'avais 5 ou 6 ans. Mais encore une fois, j'ai aucune idée de l'objectivité ou de la subjectivité de ce souvenir. Dans ma famille, toutes les femmes ont les cheveux courts. D'accord. Ma mère, elle a la coupe garçonne, mes tantes. Et j'ai un cousin qui a les cheveux longs et mon frère a les cheveux longs. Donc, c'est vrai que dans ma famille... Les codes. Voilà, on casse un peu les codes. Et aussi, dans ma famille, on casse les codes anthropologiques, c'est-à-dire qu'on est sur des femmes très autoritaires, très masculines, très bricoleuses, et des hommes très sensibles qui écrivent de la poésie et qui pleurent beaucoup. C'est un peu caricatural dit comme ça, mais assumons-le. Voilà, j'ai une famille avec des féminités et des masculinités qui sont placées un peu en dehors des codes. Et moi, j'ai toujours ressenti chez moi une grande part de masculinité. On parlait pas à l'époque de la non-binarité. Moi, je suis née en 88. La non-binarité, c'est une notion extrêmement récente, mais je pense que je peux dire que je me suis sentie non-binaire pendant des années. C'était insoutenable pour moi de dire que j'étais une fille, par exemple. D'accord. Et j'ai encore beaucoup de mal à dire que je suis une femme. C'est très récent que j'accepte de dire que je suis une femme. Voilà, pour moi, j'étais Camille. Et il n'y avait pas de genre. Et j'étais fascinée par la transidentité, voilà, et par les corps musclés. On parlait de Marie-Josée Pérec tout à l'heure, qui est mon idole parmi les idoles. Moi, j'ai toujours regardé l'athlétisme à la télé. Ma vie, les Jeux Olympiques. Donc, j'ai une fascination pour les corps des femmes musclées. Okay. J'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. J'en ai 37 aujourd'hui, je me suis quasiment jamais arrêtée. Voilà, donc j'ai un rapport à la musculature et j'ai un rapport à mon propre corps qui est très dans l'entre-deux, en fait. Qui est très dans l'entre-deux. Ma mère est très musclée, ma mère, elle est archi carrée. Toutes les femmes de ma famille sont très sportives. C'est vu comme souvent comme quelque chose de masculin et pas très féminin d'être musclé. Bah oui. Je le sais parce que je le suis et c'est souvent ce qui trotte dans nos têtes, quoi. On n'est pas des femmes parce qu'on est musclé. Un petit crush qui m'a encore dit la semaine dernière, pas plus, hein, après tu vas ressembler à un garçon. Oh, le pas plus, il me tue. Ah bah le lendemain, j'ai fait des tractions pendant 20 minutes, hein, ça m'a saoulée. Mais tu vois, 2 façons de réagir différentes. Ouais. Toi, tu t'es dit, je vais en faire plus. Moi, j'étais là à m'introvertir en mode, oh là là, mais du coup, je suis pas une fille, je suis trop musclée, tu vois. Ah, moi, le lendemain, je suis allée m'entraîner. J'avais 20 minutes, j'ai fait que les bras. T'as raison, go girl. Ah oui, non, mais bien sûr. Et donc, j'ai commencé à avoir envie de me raser la tête il y a très longtemps. Mais je pense que j'ai eu besoin de passer par plein d'étapes avant d'en être capable. Donc, quand j'étais au lycée, j'avais le crâne rasé en dessous. Tu vois, j'avais ce qui s'appelle undercut. Ouais. Donc, j'avais la moitié à peu près de la tête, enfin un bon tiers de la tête. Qui pouvait se cacher parce que tu avais des cheveux. Voilà. D'accord. Et ensuite, un jour, je vais chez le coiffeur, mon coiffeur préféré, et je lui dis, vas-y, tu me rases tout le côté de la tête, là. Et donc, après, j'ai eu side cut pendant très longtemps. Donc, j'avais les cheveux très longs.
et rasé sur un bon tiers de la tête encore. Et alors ça, c'était vraiment magnifique. Et un jour, j'ai fait une photo, tu sais, au Polaroid. Et avec le contre-jour, on voyait pas que j'avais des cheveux, on voyait que mon côté rasé. Je me suis trouvée tellement belle sur cette photo. What? Et alors après, le contexte de ma vie a fait que j'ai changé de vie. Coco Chanel dit une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. Tellement Moi, vrai. J'étais salariée, j'étais malheureuse, j'ai démissionné, je me suis rasé la tête. On est en fin d'année 2016, je suis très très malheureuse au travail, je vais bosser, j'arrive, je vomis, enfin vraiment je suis dans un burn-out. Voilà, j'ai fait un burn-out, ça fait 6 mois que j'essaye de négocier une rupture conventionnelle, qu'on me refuse. C'est même pas qu'on me la refuse, on ne me parle pas. Le DRH de chez Kenzo, il ne m'a jamais répondu. T'étais dans la mode? Ouais, j'étais vendeuse chez Kenzo. Horrible. Ah ouais. Et là, je commence déjà à souffrir de ce travail, à souffrir de me lever tous les matins. J'ai mal dans mon corps, j'ai mal partout. Et surtout, j'ai mal aux cheveux. Je rêve que je m'arrache les cheveux. Je marche dans la rue, je pense que je m'arrache les cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux, à ce moment-là, ils étaient en trop. Ils étaient vraiment en trop. J'ai pas d'autre explication que ça. Vraiment, je me rappelle, je me vois les yeux fermés dans la rue en train de m'arracher les cheveux. Je rêvais toutes les nuits et tous les jours que je m'arrachais les cheveux. Et donc, je finis par démissionner de ce travail en laissant tout, parce que quand tu démissionnes, t'as plus rien. Ouais, tu perds tout. Je me retrouve vraiment laissée pour compte, quoi. Et je me rase la tête. Voilà. Ça t'a fait quoi? J'ai perdu 20 kilos. Oh, punaise. Ouais, je me suis trouvée belle tout de suite, en plus. Je me suis trouvée belle immédiatement. Et je m'étais dit, vas-y, je vais m'acheter une perruque au cas où. Et en fait, non. Je m'étais acheté des bonnets, et en fait, non. J'ai eu le crâne rasé en une demi-heure, quoi. Voilà. Et les gens en ont pensé que du bien tout de suite? J'ai vu mes parents 2-3 jours après qui étaient un peu surpris, mais qui s'y attendaient. Ma mère a fait une très belle photo de moi, une de mes photos préférées d'ailleurs. Voilà. Et alors, j'ai vu le regard des hommes changer sur moi. Moi, je suis plutôt dans des rapports hétérosexuels. Alors déjà, avec la moitié de la tête rasée, c'était pas n'importe quels hommes qui m'abordaient. Mais alors là, vraiment, je trouve que... Je sais pas, tous les hommes ne m'abordent pas. Hein. Et c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est bien, ça fait un filtre. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc de femme puissante. Exactement, c'est ce que je trouve aussi. Et moi, je le verbalise je n'ai pas besoin de mes cheveux pour me cacher. Parce que je trouve que tu vois, les cheveux qui passent devant le visage, tout ça, on se cache facilement derrière nos cheveux. Bien sûr. Et puis, il y a c'est les moines tibétains qui se rasent la tête, et les femmes d'ailleurs aussi se rasent la tête. Et puis, il y a des cultures chez les femmes Maasai aussi, elles ont le crâne rasé, tu vois. Oui, il y a plein de cultures, en fait, qui incarnent le débarras du superflu par le fait de se raser la tête, et donc l'appréciation entière de la puissance. Si je n'ai pas de superflu, je ne porte rien en trop. Et donc, je peux me dépatouiller de n'importe quelle situation parce que je n'ai pas de superflu. C'est magnifique. Tu vois? Oui. Donc, c'est ça. Là, il fait 40 degrés. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas chaud à la tête. J'adore. Voilà. T'as tué le game. Ouais, et puis même dans les cours de sport. Moi, je fais plein de trucs avec ma tête. Tu vois les meufs... Vous avez les cheveux dans les yeux, vous avez besoin de vous recoiffer, là. Toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai. Moi, j'ai pas de problème. C'est trop bien. Mais ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est que tu dis qu'il y a eu quand même un processus. Oui. Ça n'arrive pas comme ça ne s'accepte pas comme ça. Et c'est important de le préciser aussi. Il y a des filles qui vont se raser sur un coup de tête et elles ont raison. Britney. Voilà. Et il y a des filles qui ont besoin de macérer le truc. Moi, je suis quelqu'un qui macère les idées, les projets. T'es quoi comme signe? Vierge. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, je t'aurais imaginé, je sais pas, bélier. Ah ouais, non, je suis vierge ascendant cancer. Moi, ma passion, c'est les tableaux Excel et les post-it. Mais non, mais c'est fou. Autant je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dégager une puissance de feu. Là, on est en face et on se connaît un petit peu. Et tu m'as vu dans ma zone aussi de confort. Moi, donner un cours de sport, jouer à la maîtresse d'école. Et moi, plus j'ai du public, plus je suis bonne. C'est ma zone de confort. Okay. Par contre, dans la vraie vie, je suis hyper timide. Par exemple, je te donne un exemple. Tu m'invites dans un bar. Rejoins-moi tel bar. Ouais. Je ne rentre pas dans le bar. Tu viens me chercher dehors. Je rentre pas dans le bar toute seule, il faut que je te cherche, tout ça. Non, c'est pas possible. C'est vrai? Je suis trop timide. J'aurais jamais pensé. Je suis trop timide. C'est impossible. Non, tu sors, tu viens me chercher et tu rentres avec moi dans le bar.
Par exemple, tu vois. C'est drôle. Ouais, j'ai une timidité quand même assez... Je drague pas. Ah ouais? Non. J'aurais pas dit. Non, vraiment. Mais encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Tu vois, le crâne rasé, ça m'a permis d'équilibrer mon masculin, mon féminin. Il y a des endroits où je peux être très expansive et des endroits où je suis hyper timide. Ouais. Et encore une fois, c'est une histoire de continuum. C'est hyper intéressant de ne pas être que expansive ou de ne pas être que timide. À un moment dans ma vie, j'ai été que timide. J'étais très malheureuse. Ouais. À d'autres endroits, j'ai été très expansive. Et j'ai été très malheureuse aussi. Alors que d'osciller, tu vois, d'être complètement folle pendant 2 heures ce matin, de faire le show, de rentrer chez moi, de n'entendre plus personne, c'est très agréable de passer de l'un à l'autre. Camille, c'est quoi ta version d'une journée réussie? Déjà, se lever tôt. Ah. Dans l'idéal, regarder le lever du soleil. Ah, carrément, très très tôt alors. Bah là, ça va, à cette époque-là, oui, là, c'est 5h30, c'est un peu tôt, mais quoique, moi, je me réveille à 5h30, donc ça m'arrive de voir le lever du soleil. Moi, je suis team lever du soleil. Ok. Un grand verre d'eau, je prends pas de petit-déj, le vélo, le sport, 2 heures, facile, je vais donner 2 heures de cours. 9h30, je passe à la boulangerie, pain au chocolat, c'est la tradition, on y passe obligé. Je rentre chez moi, je me fais du thé. J'adore boire du thé. Et puis, le midi, je vais me faire un petit sandwich. J'aime bien me faire des sandwichs, ma passion, les sandwichs au jambon, voilà. C'est vrai que c'est bien. La sieste avec les chats. Team sieste. Team sieste, Oh là là. voilà. Un petit peu de bricoli, un petit peu de bricolo. Pourquoi pas une petite excursion à Leroy Merlin. Alors ça, vraiment ma passion. Ah non, c'est l'enfer pour moi, Leroy Merlin. C'est vrai? Ah non, mais moi, c'est mon magasin préféré. Il y a Leroy Merlin et après, il y a Ikea. Mais en top 1, il y a Leroy Merlin. D'accord, ok. Voilà, donc, t'es de cette team-là. Ouais, donc un petit peu de bricolage, alors ou de la couture, ou de la déco, ou refaire un truc à la maison, voilà. Et puis le soir, aller à la pôle. Ah ouais. 2 heures. Avant, je faisais 3 heures d'entraînement. Je faisais 2 cours à la suite, parce que c'est des cours d'1h30. Donc, dans l'idéal, 3 heures de pole dance le soir. Et là, je rentre et je dors bien. Ouais. Ça, c'est ta journée idéale. Ça, c'est ma journée parfaite, ouais. Waouh, j'adore. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport, ouais. Beaucoup de sport et pas trop de contact. Ouais, hein, t'as besoin quand même de ton endroit pour toi. Ouais, exactement. Ouais, je comprends. J'aime bien travailler le matin, passer la journée chez moi, partir m'entraîner le soir. C'est vraiment ma journée parfaite, ça. Ouais, c'est canon. Quand tu fais tes cours, est-ce qu'il y a des élèves qui te surprennent et qui vont au-delà justement du cours, du simple cours? Oui, à chaque fois. Ah bon? À chaque fois, tout le temps. Ouais. Alors, il y a plein de profils différents. Il y a la personne qui vient pour la première fois et qui me surprend par son absence de schéma corporel ou qui me surprend par justement une hyper connaissance de son schéma corporel et que la personne, elle arrive hyper bien à suivre mon cours alors que mon cours, il est super dur. Qu'est-ce que tu entends par schéma corporel? Le schéma corporel, c'est ta capacité à connaître ton corps, c'est-à-dire ta droite, ta gauche, ton haut, ton bas. La nuance entre tendu et plié, la notion de devant-derrière. Il y a des gens qui sont incapables de faire la différence entre tendu et plié. Tu leur dis lève ton bras droit et ta main gauche, ils font l'inverse, tu vois. Enfin, en même temps, je dis ça, tu sais que moi j'ai raté mon permis de conduire parce que le gars il me disait à gauche. Je dis oui, et j'allais à droite à chaque fois. Ouais. Confondre sa droite et sa gauche, c'est assez courant chez les personnes qui sont dyslexiques, dyscalculiques, dyscrasiques. Je crois pas que je le sois. Voilà. Moi, j'étais stressée surtout, c'était le permis de conduire. Le stress, ça arrive. Mais il y a des gens vraiment qui n'ont aucun schéma corporel. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de conscientiser que leur tête, elle est au-dessus de leurs fesses, tu vois. C'est un truc de fou. Ah ouais? Ah oui, il y a des gens qui n'ont aucune... Comme si ces gens-là ne s'étaient jamais regardés dans le miroir. D'accord. Bon. Voilà, ça arrive, tu vois. Donc il y a des gens, oui, c'est surprenant parce qu'il faut ruser. Ah oui. Il faut ruser parce qu'ils ne vont pas comprendre les consignes habituelles. Il va falloir dire la porte et pas à droite. Il va falloir dire par terre pour dire descends. Enfin, tu vois, il va falloir presque, entre guillemets, parler comme un enfant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, il y a ce public-là qui peut être très surprenant. Et ce qui est hyper intéressant sur ces publics-là, c'est la progression. C'est-à-dire que ces gens-là, à la fin du cours, ils viennent me voir, ils me disent « T'as vu, je suis pas très coordonnée. » Oui, j'ai vu. Mais c'est pas grave. Par contre, moi, ce que je te demande, c'est de revenir. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as passé un bon moment? Oui, c'était génial. Bon, tu reviens. Ah, c'est canon. Et ça, c'est non négociable. C'est-à-dire que les gens qui viennent, qui galèrent pour la première fois, mais qui viennent me voir à la fin en me disant qu'ils ont passé un moment de ouf, qu'ils n'ont jamais vécu ça de leur vie, j'exige qu'ils et elles reviennent.
Trop bien. Et là, ça progresse. Et là, on est estomaqué. C'est pas surpris, c'est pas le bon terme. On est estomaqué par la progression du corps et de l'esprit. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Quand les gens, ils progressent, moi, il n'y a rien de plus beau. Et après, qu'est-ce qui peut Je sais pas, arriver ? il n'y a pas des élèves qui se mettent à pleurer ou... Ah si, j'ai eu ça, ouais. Parce que je fais une petite prière à la fin, donc ouais, j'ai déjà eu des élèves qui se mettent à pleurer, ouais, bien sûr. J'ai eu une élève qui s'est mise à pleurer pendant le cours, qui a eu besoin de quitter le cours parce qu'elle venait de perdre son bébé et elle refaisait un cours, elle n'avait pas fait de sport depuis longtemps, le rapport à son ventre et tout, c'était compliqué. Et à la fin, je suis allée la voir, on a eu une super discussion et maintenant, c'est une fidèle d'entre les fidèles. Mais parce que, en plus, moi, j'ai une liberté de parole sur ces sujets-là. Je dis pas que ça m'émeut pas, mais franchement, j'ai tout entendu. Moi, ma meilleure amie, elle a perdu son bébé à la naissance. Donc, si tu veux, moi, tu peux me parler de tout et n'importe quoi sur les sujets de grossesse, de maternité, de tout. Même, j'ai vraiment tout entendu. Moi, les gens m'ont raconté. T'es capable de recevoir les histoires des gens. Et j'ai entendu tellement de tout sur tous les sujets. Enfin, des gens qui ont traversé la Méditerranée à la nage. Tu peux me parler de tout et n'importe quoi. Il n'y a rien qui va me chambouler. Mais en tout cas, je vais être capable de te recevoir et de te dire, viens faire du sport, ça va te faire du bien. Parce qu'en vrai, ça résout tous les problèmes. Mais on est d'accord, c'est vraiment magique, quoi. Bien sûr. Mais de toute façon, même si on part un peu sur de la philosophie de comptoir, qu'est-ce qu'on possède ? On possède notre corps. On ne possède pas grand-chose de plus. Ok, t'as acheté un appart, mais on s'en fout. Ouais. On s'en fout de ton appart. C'est du matériel, c'est voilà, du superficiel. T'as une machine à coudre, ouais, super. Non, tu possèdes ton corps. Ouais. La seule chose que tu peux faire, c'est en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est mettre du mouvement. Ouais. Mais mettre du mouvement, on s'en fout. Va te balader. On ne te demande pas de soulever 150 kilos au squat. On ne te demande pas d'avoir ton grand écart en 3 semaines. La seule chose que tu peux faire, c'est bouger. Donc, bouge. Il n'y a que ça qui résout les problèmes. Bon, et manger du chocolat aussi. Ça aide. Ça aide. J'ai une dernière question, Camille, mais tu y as un peu répondu. T'aurais pas la recette du bonheur par hasard ? Ah, bouge. Lève-toi et bouge. Non, mais la recette du bonheur. En plus, moi, pour avoir traversé un épisode dépressif, et il y a beaucoup de personnes dépressives dans ma famille, et j'en ai dans mon entourage. Oui, et je vais paraphraser l'humoriste dont le nom m'échappe là, qui dit que, et d'ailleurs c'est un proverbe en yoga, tout ce que ton corps ne veut pas faire, c'est ce dont tu as besoin. Oui. Donc voilà, ça se résume comme ça. Tout ce que tu veux pas faire, c'est ce dont ton corps a besoin. Donc t'as pas envie de bouger, il faut bouger. T'as pas envie de manger, il faut manger. T'as pas envie de sortir, il faut sortir. La recette du bonheur, c'est mange, prie, aime. Voilà. Ouais, mange, rigole, pleure. Ah ouais, s'il te plaît, pleure. J'aimerais bien que les gens pleurent plus. Moi, je suis une chialeuse de compétition. Je suis très étonnée de ne pas avoir pleuré. Mais moi aussi, j'étais sûre qu'on allait chialer. Pleurer, j'ai failli au début. Wouhou, on a bien serré le périnée, c'est pas sorti. Mais non, je pense qu'il faut pleurer. En fait, si on retient trop aussi, c'est ça. Pour moi, c'est que de l'oscillation. Voilà, c'est que de l'oscillation. Donc, il faut pleurer, il faut rire, il faut manger, il faut dormir, il faut boire de l'eau. Pas trop d'alcool et tout ira bien. Ah, attends, d'ailleurs, tu bois plus d'alcool, c'est ça ? Non, quasiment pas. Ouais. C'est très rare. T'as vu un changement ? Alors déjà, j'ai jamais aimé ça. L'alcool ne m'a jamais réussi. C'est clairement pas fait pour mon corps. Genre, l'alcool et mon corps ne sont pas amis. J'ai l'alcool triste. Ok. Avec un passif de dépressive, c'est fortement déconseillé. Ouais. Voilà, moi, je prends une cuite le lendemain, j'ai envie de me suicider. Donc, c'est mort. Je bois plus d'alcool. Ça peut m'arriver, je vais aller au resto, je vais prendre un verre de vin, mais déjà, je dors super mal quand je bois de l'alcool. Et puis oui, ça fait des courbatures. C'est pas une posture radicale, tu vois, mais honnêtement, pour moi, boire de l'alcool ou fumer, c'est comme si je mangeais de la mort au rat, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là de poison. Ben oui, je suis d'accord. Donc non, je bois pas. Je m'interdis pas une petite bière quand il fait très chaud. Ouais. Et je bois des sodas, ce qui n'est pas mieux que l'alcool. Mais ouais, non, je bois pas. Et oui, ma dernière cuite, mon chat, il est tombé par la fenêtre. Donc, ouais, on va éviter. Ouais, on évite. Depuis, on évite. Ça te dit qu'on termine avec un petit jeu ? Vas-y. Alors, je vais te proposer quelques-unes de tes activités qu'on a citées avant. Et toi, tu vas me dire sur une échelle de 1 à 10 à quel point elles t'aident à t'épanouir. D'accord. Ok. La danse, sur 1 à 10. Je dirais 7.
Parce que c'est quand même très difficile et ça me met dans des endroits, quand je fais des cours de danse en talons, ça me met dans des endroits de moi que j'aime pas parfois. Donc, et en même temps, il faut les transgresser, les transcender. Oui. Donc, je dirais 7 parce que c'est clairement pas ma zone de confort. Ok. La couture. La couture, je mettrais entre 6 et 8 aussi, tu vois, c'est pas figé. Parce que quand tout va bien, c'est cool, mais quand je me plante et qu'il faut tout défaire, c'est dur. Et moi, j'ai tout appris toute seule, en plus, donc j'ai pas forcément les bonnes techniques, les bonnes gammes de montage, etc. Et là, en ce moment, je suis un peu bloquée, j'ai pas cousu depuis très longtemps, ça fait presque 1 an, je pense, que j'ai pas cousu. Et je sais que quand je vais m'y remettre, ça va me faire du bien. Mais là, en ce moment, la couture n'est pas... T'as pris où ? N'est pas dans mes bonheurs. Ah oui, d'accord. Ouais, la machine à coudre, elle est rangée. En ce moment, j'arrive pas à coudre. Donc, en ce moment, c'est plus du 6 sur 10. Ouais. Ouais. Ok. La brocante ? Oh, la brocante 1000 sur 10. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah bah là, je travaillais pas ce week-end. Je suis allée samedi, dimanche, lundi. Ouais, j'adore ça. Moi, j'achète plus rien dans les magasins. J'ai complètement arrêté de consommer dans les magasins. Et je me lâche, ouais, j'avoue, je mets mes 200 € par week-end de brocante, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est mon plaisir ultime. C'est ma dépense. Ouais, je comprends. C'est mon panier percé, c'est la brocante. Et en plus, aujourd'hui, j'ai réussi à en faire un business et à revendre. Donc, il y a un double intérêt. Il y a remplir ma maison d'objets que j'aime et il y a remplir la maison des autres. J'adore. Donc, c'est 1000 sur 10, la brocante. Et la pole dance ? Oh, la pole dance, ouais, c'est un bon 9,5, ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ça, tu sais que tu me donnes envie. Hein. Ça a l'air vraiment viens, on y va passionnant. ensemble. Ouais, avec plaisir. C'est... Déjà, l'école où je m'entraîne, c'est une école, moi, qui m'a fait devenir une bonne coach. Ah oui. Et c'est une école vraiment avec une douceur, un accueil. Ah, parce que ça peut faire peur de se dire qu'on va dans un cours de pole dance. Alors, si t'as jamais fait de pole dance, premier conseil, déjà, personne n'est né avec une barre de pole entre les cuisses, donc on commence tous de zéro. Ok, voilà, on se détend. Premièrement. Deuxièmement, c'est obligé d'être à moitié à poil parce que c'est la peau qui accroche. Donc, ça fait pas mal la peau qui accroche ? Si, bien sûr que ça fait mal. Oui, tu vas avoir des bleus. Oui. Ah bah merci Camille. Hein. Oui, ça fait mal. Ok. Oui, ça fait mal. Mais et au moment où ça fait plus mal, c'est là où tu réussis la figure. On parlait tout à l'heure du rapport à la douleur. Ok. Tu me donnes envie là. Et en fait, une fois que tu as réussi la figure, tu vas en essayer une autre. Elle va te refaire mal. Ouais, ok, bah ouais. Donc, tu es obligé d'y passer. T'as que des échelles. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai commencé la pole à un moment dans ma vie où j'étais au fond du trou. Là, bah, c'est quand j'ai démissionné. Et je suis arrivée à mon premier cours de pole dance pleine d'ego. Moi, je suis une ancienne gymnaste. Ça va le faire. Eh ben, j'ai pas décollé mes pieds du sol pendant 1h30. Je peux te dire, je suis rentrée chez moi en pleurant. Oh putain. Si tu veux réapprendre la notion du travail et si tu veux avoir la preuve par A plus B que l'effort paye, tu fais de la pole dance ou du pilate. Mais la pole dance, démonstration par A plus B qu'il n'y a que le travail qui paye. Tu peux avoir tout le talent du monde, toute la souplesse du monde, toute la force du monde. C'est tellement une alliance de tout ça que si t'as que la force, ça marche pas. Si t'as que la souplesse, ça marche pas. Si t'as que la grâce, ça ne marche pas. Il faut les trois, il faut tout. C'est très similaire au Pilates, effectivement. Exactement. Ah, c'est passionnant. Ouais. Mais il y a encore plus de lutte contre la gravité, plus l'inertie de la rotation. Donc c'est double peine. Double peine, ouais, exactement. Bon, et enfin, ton engagement militant sur une échelle de 1 à 10 10, ouais. Vraiment. Je te dis, avant-hier, j'ai reçu un message d'une fille qui me dit, voilà, j'ai déjà avorté une fois, je dois réavorter, j'ai besoin de conseils. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher de continuer là-dedans. Juste pour un petit message une fois de temps en temps. Et savoir que tu as aidé des gens. Exactement. Merci Camille. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Je suis très touchée. À très bientôt. À très vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.